Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si t'as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi ça a été si dur d'avoir cette première collaboration UGC et pourquoi on arrive à ce stade de se dire est-ce que ça va fonctionner pour nous. Moi, je me souviens encore de ma frustration quand, après des semaines à me dire allez, cette fois c'est la bonne, allez, je démarque, allez. Et au final, j'avais toujours aucune réponse de marque pour une collaboration UGC. J'envoyais des messages, je postais 2-3 vidéos aussi sur les réseaux et je me disais mais il y a rien qui vient, quoi. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'avoir cette première collaboration UGC? Et si toi aussi tu galères aujourd'hui à signer cette fameuse première collaboration UGC, je voudrais que tu restes avec moi parce que ça va énormément t'apporter ce que je vais te dire. Déjà, je voudrais te raconter mon histoire. Donc, moi, celle de mes débuts. Donc, j'ai commencé très, très vite. Et au final, quand on continue le processus logique, on voit que j'ai eu ma première collaboration quand même en 30 jours. Mais les 30 jours ont été tellement longs parce que moi, en l'espèce de 3-4 jours, j'avais déjà toutes mes scripts faits, ma formation était finie et tout mon portfolio était terminé. Donc en fait, 30 jours étaient du coup énorme pour moi. Donc, pour te raconter un petit peu, c'était un petit peu chaotique en fait pour moi au début parce que j'ai appris beaucoup de mes erreurs. Donc, tu verras, il y a une vraie solution, une vraie raison aussi pour laquelle en fait ça ne prenait pas et du coup une vraie solution donc que je vais te dire. Donc, juste imagine-moi, il y a quelques mois. Il y a quelques années maintenant, parce que ça fait presque 2 ans, hyper motivée, j'étais convaincue que l'UGC, c'était vraiment quelque chose qui allait pouvoir me donner du beurre dans les épinards, comme on dit, et que c'était vraiment l'avenir du marketing d'influence, qui n'était plus du coup le marketing d'influence, et une nouvelle vision. Donc j'étais prêt à aider les marques avec du contenu authentique, etc. Donc j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas besoin d'abonnés pour être créatrice UGC, et c'est vrai d'ailleurs, parce que les marques, elles publient le contenu UGC sur leur compte à elles. Donc je me disais que mon nombre d'abonnés, il importait peu. En théorie, oui, vraiment, il apporte peu. Mais en pratique, du coup, c'est pas si facile de décrocher un contrat si facilement. Et moi, j'ai très vite déchanté, en fait, en voyant ma boîte mail qui était vide pendant des jours, des semaines. Et j'étais presque en train de me remettre vraiment en question sur mes compétences, sur ma légitimité. Je me disais, mais il y a un problème. Et en fait, heureusement que j'ai fini par comprendre à la fin ce qui clochait et plusieurs choses clochaient d'ailleurs dans mon approche. Et je vais te raconter un petit peu comment moi j'ai identifié chaque problème, un par un déjà, et comment j'y ai remédié. Donc, chacun de mes déclics, en fait, ça m'a rapproché un petit peu plus de ma première collaboration payée. Donc, j'ai fait un petit storytelling, hein, comme on aime bien dans l'UGC. Donc, mes erreurs de débutante. Donc, première erreur, premier déclic, c'est que j'avais pas un beau portfolio à montrer, en fait. C'était vraiment le premier truc. C'était que je l'avais créé, mais trop vite, en fait. Et je démarchais les marques un petit peu au hasard aussi. J'avais pas un portfolio solide. Donc, quand une marque me demandait, ben oui, envoyez-moi votre portfolio, et ben j'étais là, ok, mais j'ai que 3-4 vidéos et ils étaient nuls, en fait, quand je me rends compte. C'était vraiment très, très nul. Il y avait rien de convaincant. Et je me disais, enfin, je me disais pas, mais là, maintenant, je me le dis, pourquoi une marque, en fait, elle m'aurait fait confiance alors que mon portfolio, il était, mais vraiment, quand je vous dis nul, c'était vraiment très, très nul. Et je montrais pas du tout de quoi j'étais capable, en fait, à l'intérieur. Donc, ma leçon apprise, du coup, après ça, c'était qu'il fallait que je bâtisse un portfolio en béton. Un portfolio, c'est ton visuel. C'est comme quand tu vas quand tu vas postuler pour un emploi dans le salariat, il faut que ce soit un CV en béton. Donc, ça doit être un book, vraiment quelque chose, un book où tu as tout ton travail à l'intérieur. C'est une sélection de tes meilleures créations, des vidéos UGC que tu as pu réaliser. Et si tu n'en as pas réalisé encore parce que tu n'as pas eu ta première collaboration, c'est des vidéos, exemples, que tu fais avec des produits de chez toi. Euh, L'idée, c'est vraiment de présenter ce que tu sais faire de façon professionnelle et attrayante.
Et moi, je me suis rendu compte vraiment qu'un bon portfolio, ça ouvre des portes. Quand on te demande, ben, montre-moi ce que tu sais faire, ben, je vais te montrer ce que je sais faire. Regarde, regarde mon portfolio. Et les marques, elles veulent du concret. Elles veulent pas juste des promesses. Oui, oui, je vais te faire une vidéo, te rapporter des ventes, etc. Non, elles veulent du concret. Elles veulent voir que dans ton portfolio, tu as plusieurs types de vidéos UGC qu'elles peuvent utiliser, eux, après, avec leur marque. Tu as plusieurs niches où elles voient la différence quand tu crées un contenu peut-être pour un animal, quand tu crées un contenu skincare, quand tu crées un contenu lifestyle, quand tu crées un contenu avec une application, etc. Donc vraiment, elles veulent pas des promesses, elles veulent du concret. Et un portfolio qui va être bien fait, vraiment, ça envoie un signal que tu es une créatrice qui est sérieuse, organisée et prête à collaborer, que tu as tout qui est monté et que tu sais comment faire. Donc là, je me suis dit, ok, donc je vais refaire, je vais tout refaire. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'avais créé mon portfolio super vite, mes vidéos super vite, pour avoir rapidement des collaborations. Et du coup, j'ai recréé. J'ai pris des vidéos, des produits que j'avais chez moi, que j'aimais bien. J'ai fait une vidéo skincare, j'ai fait un unboxing, j'ai fait avec un gadget un blender que j'avais chez moi. Et je les ai traités comme des vraies missions. J'ai pas juste dit, allez vite, vite, faut que ça soit fait pour avoir mes premières collaborations. J'ai vraiment pris ça comme des vraies missions. Donc j'ai été chercher la stratégie marketing de la marque, sa DA, la façon dont elle communique, qu'est-ce qui pourrait impacter pour son client cible, etc. Et ça, si tu ne le sais pas comment faire, eh ben, tu peux pas y arriver. Donc, je les ai traités vraiment comme des vraies missions et j'ai mis du cœur. J'ai mis un peu de sueur et je suis arrivée à faire cet ensemble de vidéos dont j'étais fière. J'ai rassemblé tout ça du coup dans mon portfolio. J'ai retravaillé l'esthétique de mon portfolio qui est méga important. Et parce qu'on ne veut pas que ce soit esthétique non plus, mais on veut que ce soit professionnel. Donc, on veut quelque chose qui attire l'œil. Et ça s'appelle un petit peu de l'influence, de la manipulation visuelle, quoi. Et c'est là que mon portfolio, il avait fait il avait né, non, j'ai perdu le mot. Il est revécu. Je dis un peu n'importe quoi. Mais voilà. Et dès que j'avais ce portfolio qui était beaucoup plus professionnel, je me suis sentie beaucoup plus confiante en fait déjà. Donc c'était déjà une partie de mindset qui arrivait et qui m'a permis d'avoir mes prochaines collaborations, mes premières collaborations. Donc, quand une marque me demanderait est-ce que tu as quelque chose à me montrer, et bien là, je peux vous dire bien sûr, voici mon portfolio, il est propre, il est construit, il y a toutes les stratégies marketing que tu peux retrouver, que je peux te faire, et voilà ce que je sais faire. Et c'est indispensable pour inspirer confiance et prouver que tu sais créer du contenu qui engage, qui convertit et qui crée des ventes. Parce que c'est ça que les marques, elles veulent voir. Elles veulent voir du contenu qui va créer des ventes après. Pas forcément la qualité de tes vidéos, elles veulent voir que ton contenu crée des ventes. Et ça, il faut l'apprendre, ce contenu qui crée des ventes. Ça ne sort pas de nulle part. Le déclic numéro 2, donc, c'est la qualité de mes vidéos qui laissait à désirer. Donc, ça refait partie un petit peu de ce que je viens de vous dire, mais que j'avais un portfolio, mais la qualité, au final, bah, c'était bâclé. C'était nul. Et quand je l'ai regardé avec un œil honnête, bah, j'ai dû admettre que mes premières vidéos que j'avais faites avec mes produits de mon premier portfolio, bah, elles étaient nulles au niveau de la qualité. J'avais tourné ça avec mon téléphone à bout de bras, j'avais pas fait gaffe à la lumière, j'avais pas fait gaffe au son. Et résultat, en fait, j'avais des vidéos qui étaient floues, mal éclairées, un son parfois qui était nul, avec la machine à laver qui tournait derrière. Ça faisait amateur. Voilà, clairement, ça faisait amateur. Et je comprenais pourquoi les marques, elles voulaient pas collaborer avec moi, en fait. Donc même si on prône que l'UGC, c'est quelque chose d'authentique, que ce soit comme un témoignage client, etc., il y a un minimum de qualité pro à assurer en fait derrière. Et j'ai compris une chose importante, c'est que authentique, ça ne veut pas dire bâclé. Et le meilleur contenu UGC que vous pouvez trouver, celui qui va paraître le plus authentique, eh ben, c'est celui qui est de meilleure qualité. Ça paraît bête, hein. Mais regardez les pubs téléachat, par exemple. On va aller dans le gros cliché. C'est kitsch, ok, mais techniquement, l'image, elle est clean. Le son, il est nickel, il est lumineux, il est net. Et en fait, même si on sait que c'est une pub, bah, ça nous donne envie d'acheter. Donc là, c'est pas la même chose, mais je veux juste que vous compreniez la différence. Dans le GC, c'est pareil. Il faut que ça reste dynamique, vrai, sans sentir le spot publicitaire. Mais il faut que ce soit agréable à regarder, à écouter. Si c'est pas agréable à regarder et écouter, ça va scroller. Donc aucune vente pour cette vidéo. La marque, elle veut réutiliser ta vidéo.
elle va être fière de la publier. Elle va être fière de mettre ça sur son contenu, sur son feed UGC où elles ont déjà travaillé énormément sur, la qualité de leur feed UGC de leur feed Instagram, pardon. Donc il faut pas avoir, une vidéo qui est sombre, qui tremble et cetera. Donc parce que la marque voudra pas l'utiliser, parce qu'elle va pas vouloir te payer et parce que surtout elle va pas vouloir collaborer avec toi, déjà de base. Donc la leçon que j'ai apprise du coup par rapport à ce déclic-là, c'est qu'il faut investir un peu de temps, peut-être quelques euros aussi au début, pour améliorer la qualité technique des contenus. Donc moi, j'ai investi dans une caméra, plus tard la caméra, parce que j'avais quand même un bon téléphone. J'ai investi dans des éclairages, j'ai investi dans un petit micro qui permettait du coup de mettre, quelque chose de plus authentique, de plus vrai, de plus qualitatif. Je parle pas de quelque chose à 1 500 € les filles, hein. Je parle de, un micro-cravate, les premières entrées de gamme si vous voulez commencer juste, vous pouvez en avoir pour moins de 50 €. Une ring light, vous pouvez en avoir pour 20 à 30 € et puis voilà quoi. Hem et ça fait les choses. Donc on fait attention aussi au cadrage, à la stabilité, on fait pas des plans qui bougent dans tous les sens. On commence à utiliser un vrai trépied, hem et pas mettre son doigt sur le téléphone quand on parle ou des choses comme ça. Ça paraît bête, hein, mais ça m'est arrivé, erreur de débutant, mettre la main sur le micro quand tu fais ça, quand tu fais ta vidéo, au final, ça ruine tout. Donc bref. En montage aussi, on applique, la règle du rythme aussi, toutes les 2-3 secondes si possible, on retire la tension, on ajoute des sous-titres, on surligne les points importants, hem, on change d'angle, des zooms, des incrustations de texte, on tombe pas dans l'excès non plus, hein, on veut pas que ce soit, horrible non plus à regarder, mais on cherche à ce que nos vidéos, en fait, elles fassent pro, qui maîtrisent le côté des codes des réseaux aussi, des réseaux sociaux et ça, les codes des réseaux, bah, si tu les connais pas, ça s'apprend aussi. Donc résultat, du coup, à ce stade du jeu, mes vidéos, dans mon portfolio, elles commençaient à avoir de la gueule. Visuellement, auditivement, elles restaient simples, authentiques, mais elles parlaient aux marques, parce qu'elles étaient soignées. Elles faisaient pas amateur, en fait. Donc OK, le contenu a l'air naturel, mais c'est propre. On peut l'utiliser dans une campagne, publicitaire et c'est ça qu'on vise. 3e déclic, ça a été mes scripts qui n'étaient pas pensés marketing. Donc améliorer la technique, OK, c'était nécessaire, mais j'ai découvert que mon contenu, si il est juste beau, bah, ça sert à rien. Si le message y passe pas, bah, c'est pas efficace. Donc en revoyant mes premières vidéos, bah, je me suis rendu compte que ce que je racontais n'était pas accrocheur du tout, OK? Je me contentais de décrire le produit vaguement, genre: «J'ai testé cette crème, elle sent bon, il y a de la camomille, de l'aloe vera et cetera. J'aime bien, acheter ça». En gros, hein, je vous le fais en gros. Bah, ça vend pas, OK? Ça vend pas le produit, donc ça intéresse pas les marques, en fait. Quand tu crées des vidéos sur ton portfolio, ça doit intéresser les marques derrière. Ça doit montrer que tu sais vendre, en fait, à travers une vidéo, UGC. Si tu sais pas créer un script, au final, enfin, ça va pas intéresser les marques. Donc leçon apprise, il faut que ton script, donc ce que tu dis dans la vidéo, soit structuré comme une mini publicité qui donne envie. Donc même si le ton reste conversationnel, authentique, il faut un fil conducteur qui mène le spectateur du coup à l'action. Donc j'ai commencé déjà à me former un petit peu plus au copywriting, marketing et au script structure qui fonctionne en 2025. Enfin là je dis 2025, on n'était pas en 2025, 2023, 2024, début 2024. Du coup, il fallait que ce soit accroche, problème, solution, valeur ajoutée, preuve sociale, call à l'action. Call to action. Dit comme ça paraît très pub dans la façon dont je vous l'amène. Mais en fait, c'est super pertinent par rapport à l'UGC si tu le transformes en storytelling en fait. Les meilleures pubs UGC qu'on voit passer aujourd'hui sur le marché, c'est souvent quelqu'un qui raconte une histoire où tu te rends même pas compte qu'au final c'est une pub. Donc au début, j'avais un problème. J'ai essayé des trucs sans succès, nanana, puis j'ai découvert le produit miracle. Et là, super résultat. Franchement, valeur ajoutée du produit, nanana. Je suis pas la seule à galérer, on est beaucoup. Preuve sociale. Et cette solution est vraiment différente parce que, argument, franchement, essaie-le, CTA, implicite ou explicite, peu importe. Tu vois un petit peu la différence de ce que je te disais juste avant? En quelques phrases, on a un problème personnel qui parle au public, la solution apportée par le produit, ce qui rend
spécial la valeur et peu importe que tu parles des chiffres ou des témoignages pour crédibiliser, ça apporte de la preuve sociale et on termine par un appel à l'action, un CTA. Donc j'ai réalisé en fait que mes scripts vraiment ils n'avaient aucune accroche au début. Donc mes premières secondes et mes vidéos n'étaient pas du tout captivantes. Les gens, ça scrollait direct au final. Donc, erreur fatale, c'est que si au début, dans les 3 premières secondes, t'as pas une phrase choc, un visuel choc, alors ben ça sert à rien parce que le reste de ta vidéo, il est pas regardé. Donc, j'ai retravaillé déjà mes intros de vidéos pour attraper l'attention vraiment tout de suite. Ensuite, j'ai appris à insister sur le problème pour que le produit résout de manière personnelle au lieu de dire ce produit est génial, etc. Implique la personne émotionnellement dans ce que tu dis. Et, l'audience, elle se sent beaucoup plus concernée après par le souci. Ensuite, j'ai ramené la solution naturelle. Et là, j'ai découvert un produit, ma copine m'a parlé de ça, mon grand-père m'a dit que machin, peu importe. Tu ramènes la solution naturelle. Donc, t'en parles comme vraiment une découverte, pas d'un truc qui pousse absolument à la vente. Honnêtement, j'étais sceptique. Il y a un ami qui m'a conseillé ça. Je l'ai vu partout sur TikTok. Je l'ai essayé, et là, surprise. Cette transition, elle doit être hyper fluide. Pas d'avoir l'air d'une publicité en fait qui est cliché. Et plus comme une recommandation qui soit, par exemple, spontanée. Après, on enchaîne sur la valeur ajoutée du produit. Donc, pourquoi il est différent ou mieux que les autres. Donc, de 3 arguments concrets, bénéfices concrets. On oriente résultats et pas forcément fiche technique, d'accord? Ensuite, tu ajoutes aussi des preuves sociales. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a convaincu 10 000 personnes. Regarde le témoignage de telle personne, telle personne, telle personne. Ça rassure, en fait, sans tomber dans le bullshit. Et pour finir, un appel à action. Donc, pas forcément acheter maintenant, frontalement, tu vois, mais franchement, je te mets le lien juste en dessous, tu m'en diras des nouvelles, ou dis-moi toi aussi, teste-le, clique ici pour profiter de 20% tant que c'est dispo, des choses comme ça qui montrent que la personne elle sache quoi faire après avoir vu ta vidéo, ok? Sinon, elle va passer à autre chose. Quand j'ai découvert tout ça, pour moi, ça a été une révélation et je me suis dit, mais oui, mais en fait, je dois penser mes vidéos UGC comme des mini storytelling, téléachat, entre guillemets, un vrai scénario de vente sans que ça se voit. Ok? J'ai complètement réécrit mes scripts en suivant ce genre de structure et crois-moi, ça change tout. Et mes vidéos, elles étaient beaucoup plus percutantes. Donc, ça, c'est une sorte de vidéo, la plus basique, celle qui se fait le plus dans l'UGC et dans les ads. Mais il y a plein de structures de vidéos comme ça et il faut absolument que tu aies toutes ces structures-là de vidéos dans ton portfolio. Donc, d'ailleurs, ces structures-là, c'est exactement ce que recherchent les marques, du contenu qui paraît venir d'un ami, mais qui en réalité, ça suit des frameworks qui sont éprouvés en fait et qui sont là pour convertir. Petite astuce au passage aussi, c'est que regarde beaucoup des vidéos UGC qui cartonnent et qui sont viraux et va analyser leur structure aussi et tu verras souvent que ces schémas reviennent. Accroche, problème, solution, etc. C'est pas un hasard en fait, c'est que même les marques en fait, elles ont compris cette stratégie marketing et elles le mettent en avant sur leurs ads. On se rappelle ads, c'est publicité. Donc voilà, j'ai appris à écrire mes scripts qui vendent tout en restant naturel et respecter cet équilibre. Et une fois que tu l'as, en fait, tes vidéos, elles passent de petites mignonnes à inoubliables du coup et impactantes et potentiellement rentables pour les marques. Le déclic numéro 4, ça a été que même avec un bon script en main, il me restait un défi, c'était ma façon de présenter le contenu. Donc autant te l'avouer, mes premières prises de vue en facecam, elles étaient juste nulles. Pas vraiment très très nulles. J'étais raide comme un piquet, j'avais le regard qui tournait dans tous les sens. Ou à l'inverse, des fois, je surjouais tout. Genre, j'étais pas du tout naturelle, tu vois. Enfin, j'avais l'impression d'être dans du téléachat, là, cette fois-ci. J'ai enregistré sans trop d'énergie aussi parfois, sur tout ce qui est voix off en fait. Je parlais comme ça, monotone, résultat en fait, mes vidéos elles étaient vraiment pattes et peu engageantes. Enfin tu vois? Alors que si tu parles comme si tu parlais à un ami, alors je dis pas d'être dans du téléachat parce que vous allez voir, ça va être trop bien, le produit va être génial et vous allez pouvoir le non, on parle pas comme ça non plus. Mais en fait, on veut paraître naturel tout en étant dynamique. Enfin, c'est quelque chose à comprendre, un déclic à avoir. Mais
qui fait toute la différence. Donc j'ai vraiment dû retravailler cet aspect voix off, voix, en fait, ma présence à l'image, en fait. Pour donner du coup à vie à mes structures de script que j'avais mis en place. Donc en gros, devenir plus présentateur, sans ce côté superficiel et artificiel, mais je me suis entraînée à parler un petit peu comme si je m'adressais à quelqu'un en face de moi. Donc un ton chaleureux, souriant, et ça s'entend même dans la voix, hein. Et d'ailleurs, on conseille souvent de sourire en enregistrant une voix off, car ça s'entend et ça rend le ton un petit peu plus amical. Donc moi, j'ai adopté vraiment ces tips-là, et encore, il y en a plein d'autres tips que j'apprends justement à mes élèves dans la formation. Mais c'est vraiment d'adopter ce truc qui va effectivement donner ce ton plus engageant. Et pour la face cam, en fait, j'en ai fait plusieurs essais aussi pour être à l'aise, parce que forcément, ça s'est pas fait tout de suite. Et j'ai trouvé des astuces aussi. Par exemple, comme écrire quelques mots sur un petit papier juste derrière toi pour pas perdre le fil aussi de ce que tu dis, scripter phrase par phrase, euh, apprendre aussi les variations de rythme, mettre de l'enthousiasme aussi quand tu parles, prends un air complice. Tout ça aussi, c'est des petits tips que tu peux t'aider. Donc en gros, jouer sobrement la comédie, mais je la jouais comme si tu étais dans la vraie vie, pas juste être raide comme un piquet ou gesticuler dans tous les sens. Voilà, il y a une... Il y a une ligne directrice à avoir sans être dans les excès, quoi. Donc le mot d'ordre, ça va être plus dynamique, mais naturel à la fois. J'ai aussi fait gaffe à des détails techniques tout bêtes, genre pas parler trop vite, parce que je parle trop vite. Et vous le voyez peut-être dans mes podcasts aussi, c'est que j'ai tendance à aller très très vite, et de pas articuler suffisamment, sans aller jusqu'à faire aussi quelque chose qui soit trop calme non plus, hein. Il faut que le message, en fait, il soit juste clairement compréhensible. Et si c'est pour de la voix off aussi, je prends le temps de respirer. J'évite de couper trop brusquement aussi l'édition à la fin, parce que des fois, bah, ça coupe aussi. Et mieux vaut enregistrer la voix off d'une traite et garder le même timbre de voix tout du long. Et ça passe plus que couper les phrases aussi en voix off. Donc, au niveau audio aussi, bah, j'ai trouvé des endroits calmes pour enregistrer, loin des bruits parasites, les frigos, le voisin qui perce, la tondeuse derrière ou des choses comme ça. J'ai même collé enfin collé. Je me suis même mis dans mon placard avec mes fringues à l'intérieur pour avoir un son qui soit beaucoup plus audible en fait, et beaucoup plus micro. En fait, ça sonnait plus micro. Donc du coup, j'ai apporté vraiment mon message avec le bon ton. J'étais pas plus un robot stressé. En voix off, je me suis plus mis à être une narratrice monotone, etc. Et je m'imaginais dans un téléachat, mais pas comme vous l'imaginez, plus comme nouvelle génération. Donc vidéo UGC en fait, clairement. Voilà. Donc, déclic numéro 5, j'étais aussi invisible en ligne. Aussi, j'étais un petit créateur fantôme, comme on appelle ça. Donc, en fait, j'avais amélioré mon produit, donc à ce stade, donc mon contenu. J'avais un portfolio solide, des vidéos qui étaient qualitatives, un message percutant, une bonne présentation, etc. Mais je m'attendais un peu à ce que les choses bougent d'elles-mêmes. Et en fait, j'avais toujours pas de collab en vue si je faisais rien de plus. En fait, c'est tout simplement ça, hein. Personne n'allait miraculeusement débarquer chez moi pour me proposer un contrat. Enfin, j'ai compris qu'en fait, je devais sortir juste de l'ombre. Donc le problème, c'est que j'étais quasiment invisible sur les réseaux. Donc Instagram, particulièrement, j'étais que sur ça. Donc, on le répète partout, il n'y a pas besoin d'abonnés sur les réseaux sociaux pour faire de l'UGC. Et c'est vrai, tu n'as pas besoin d'être influenceur. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu dois pas créer du contenu. D'accord? Si une marque reçoit ton pré-pitch, ou tu veux collaborer avec elle, mais qu'elle voit que tu as zéro contenu, zéro expérience, zéro présence, et ben au final, tu parais pas comme une professionnelle. La marque, elle va dire, mais c'est qui elle? Est-ce qu'elle existe vraiment déjà? Je vais la payer, mais est-ce qu'elle va me faire ma vidéo? Est-ce qu'elle a de l'expérience? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Et moi, je me mets à leur place, hein, clairement. J'aurais pas confiance en moi non plus quand je démarchais mes marques, quoi. Enfin, un profil fantôme, ça donne pas du tout envie de collaborer avec eux, quoi. Enfin,
et c'est ça qu'on revoit aussi avec mes élèves maintenant, c'est que quand je commence avec des nouvelles créatrices qui sont déjà lancées, parce que les nouvelles, je leur apprends tout de zéro, mais celles qui sont déjà lancées, on revoit toute la stratégie des réseaux sociaux, la stratégie du portfolio, enfin, on revoit toutes ces stratégies-là. Donc, même sans chercher à être famous, on a besoin d'une présence en ligne qui soit professionnelle. Donc déjà, moi, j'ai commencé à ce stade du jeu à poster du contenu UGC sur mes propres comptes. Mais attention, je ne postais pas du contenu destiné aux autres créatrices en donnant des conseils UGC. Pas du tout. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois de toutes les créatrices UGC. On ne donne pas de conseils aux autres créatrices. On s'attaque à son client cible, les marques. OK ? On poste des vidéos de contenu, des vidéos du portfolio, des vidéos qui attirent les marques, etc. Donc, on soigne sa bio sur ses comptes, on précise qu'on est créatrice UGC, on est disponible pour les collaborations, on a un lien vers son portfolio. On veut que quand quelqu'un tombe sur son compte, on sache qui on est, qu'on est professionnel, qu'on a une offre et qu'on veut collaborer avec des marques. Ok ? On arrête de se cacher et on occupe l'espace. Ok ? On veut montrer, on veut prouver qu'on est professionnel. Ok ? Aussi, une chose marrante qui s'est produite une fois, que j'ai eu ma présence en lead, c'est que j'ai eu quelques marques qui sont venues à moi directement. Et on appelle ça la stratégie d'inbound, ok ? C'est qu'il y a des marques qui viennent te voir et qui te disent « Bonjour, on aimerait collaborer avec toi ». Et là, tu es là, tu dis « Quoi ? Moi, collaborer avec moi? Mais non, mais non. Alors, à la limite, syndrome de l'imposteur, mais non, mais en fait, je sais pas faire. Je fais pas des vidéos UGC, moi. Et là, tu stresses, quoi. Parce que avant, c'est toi qui prenais un petit peu le lead en allant démarcher. Mais là, quand une marque veut collaborer avec toi, tu dis, oula, ok, bon, comment faire? Mais en tout cas, elles peuvent pas te trouver sur les réseaux sociaux si toi, t'es déjà pas présente. Donc, il faut que tu sois visible, professionnellement visible. Pas que t'aies 10 000 abonnés, encore une fois, on s'en fout, mais on veut que tu aies du contenu qui prouve que t'es là, que t'es pas une créatrice inventée, que t'es fiable, t'es crédible et que tu peux apporter du professionnel à la marque. Déclic numéro 6. Donc, mon pitch de démarchage, il était nul, faible. Dernier morceau du puzzle, et pas des moindres, s'il vous plaît. Comment j'approchais les marques? Au tout début, je l'avoue, je faisais l'erreur de faire des copier-coller génériques. J'envoyais à quelques marques un message type « Bonjour, je suis créatrice de contenu UGC, j'adore votre marque, est-ce que vous souhaitez collaborer avec moi ?» Donc, éventuellement, trois emojis en plus, mon portfolio qui était dans le lien dans mon pré-pitch. Et quand j'y repense, mon Dieu, mais je faisais n'importe quoi. Donc, autant dire que ça n'a pas soulevé des foules, ok? Donc, soit j'avais aucune réponse, ou soit j'avais une réponse qui était quand même sympa, merci les marques à ce moment-là, mais qui disait désolé, on ne cherche pas de créatrice aujourd'hui. Mais complètement faux, toutes les marques cherchent des créatrices. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, mais surtout que je n'étais pas du tout leur créatrice qu'ils cherchaient, quoi. Donc, leçon apprise, un bon pré-pitch, donc le tout premier message que tu envoies, doit être court, personnalisé et donner envie. Donc, j'ai complètement refondu ma façon de pitcher les marques. J'ai commencé réellement à personnaliser chaque approche. Donc, en gros, voilà comment je procède, entre guillemets. J'évite le sujet bateau, collaboration UGC. Ok, tu dis jamais ça. À la place, tu dis que tu es créatrice UGC, que tu as des idées de contenu UGC, ça va intriguer beaucoup plus que je veux une collaboration avec vous, quoi. En une phrase, tu es spécialisé dans quelle niche? Si tu es spécialisé, pas besoin d'en faire des tonnes. Qu'est-ce que tu vas apporter à la marque? Pourquoi tu les contactes eux? J'ai vu que vous avez lancé un nouveau produit. J'ai vu que vous avez gagné telle ou telle chose, tel ou tel prix. J'ai vu que vous avez une nouvelle formulation. Voilà, tu t'adresses à leurs clients cibles directement en les montrant. Preuve de compétence aussi. Je suis là pour créer du contenu qui vend, qui convertit. Et c'est pour ça que je viens vous contacter. Ce que tu apportes. Je fais des avis authentiques, des témoignages vidéo, machin. Pourquoi les marques, elles vont collaborer avec toi? Et appel à l'action, à la fin, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous envoyer mes contenus auxquels j'ai pensé? Sur quelle adresse mail marketing? Ça paraît long dit comme ça, mais si tu le transformes dans un vrai message de 10-15 lignes maximum, il faut que ce soit aéré, lisible, que ça aille au concret. Et quand je vous dis 10-15 lignes, je pense que je suis même trop large. On évite le pavé qui soit générique, que tout le monde envoie, et tu fais l'effort d'envoyer quelque chose de personnalisé. Les résultats,
Ils vont pas se faire attendre, ok? Moi, je sais que dès que j'ai apporté cette nouvelle stratégie, cette nouvelle approche, j'ai commencé à recevoir déjà plus de réponses. Pas systématiques, hein. Je veux dire, on signe pas tout de suite non plus, mais au moins j'entamais les conversations. Parfois, j'ai eu merci, pas besoin pour le moment, on garde vos infos. Et c'est arrivé qu'il y ait des marques qui reviennent après, hein. C'est arrivé beaucoup plus qu'une fois d'ailleurs. Et dans certains cas, ça va être bingo. Les marques, elles vont dire ok, ben envoie-moi tes idées sur ce mail marketing et on va en parler. Et au final, j'avais une collaboration à la fin. Conclusion, ne néglige jamais cette étape. Un pré-pitch, il doit être bien fait. Et il peut faire vraiment la différence il peut faire toute la différence, même si c'est pas vraiment, c'est toute la différence. C'est un peu comme une lettre de motivation, tu vois. Tu dois la personnaliser, sinon ça sert à rien, quoi. Donc, conclusion, la vraie solution pour décrocher enfin ta première collaboration UGC, s'il te plaît, c'est que tu comprennes pourquoi tu n'arrives pas à décrocher ta première collaboration. En fait, c'est tout simple. Donc, si je récapitule mon histoire et mes erreurs. Au début, j'étais pas prête et j'étais pas assez professionnelle aux yeux des marques, en fait. Je pensais qu'il suffisait juste de dire je fais de l'UGC pour qu'on veuille me faire confiance. Et en réalité, en fait, il m'a fallu du tout reconstruire cet élément de confiance, prouver ma valeur, donc un bon portfolio pour montrer ce que je sais faire, des vidéos qualitatives sur la forme, le fond pro, etc., mais tout en restant authentique, des scripts qui allaient impacter avec une stratégie marketing derrière, une présentation qui est soignée, donc être à l'aise avec une voix off dynamique, machin, donner envie en fait de façon convaincante, une présence en ligne aussi sur mes réseaux sociaux sans être influenceuse, et un pitch de démarchage qui fonctionne, qui est bien préparé et personnalisé. Donc la vraie solution, elle est là, c'est de te mettre dans la peau d'une pro, ok, de cocher toutes les cases une à une, et il n'y a pas de secret magique en fait. C'est quand tu sais enfin comment décrocher ta première collaboration UGC que ça va arriver. Et c'est le résultat pour toutes les filles que j'accompagne. Pour toutes les filles où on part de zéro, où on restructure, si elles sont déjà créatrices, eh ben on remet tout ça en place et on voit vraiment toute la différence dans les prochaines semaines par rapport à leur taux de réponse de démarchage. Et elles ont leur collaboration qui augmente de plus en plus. Et une fois que tu as cette première collaboration, déjà, c'est comme une porte ouverte. Derrière toi, déjà, tu as eu un mindset qui est beaucoup plus affirmé. Et les suivantes, elles arrivent parce que tu gagnes confiance. Tu as des exemples qui vont s'ajouter à ton portfolio. Tu as des témoignages de retour client. Et c'est l'effet boule de neige, en fait. Le plus dur, vraiment, c'est de faire rouler la première boule. Puis après, ça grossit de plus en plus. Donc, si je devais résumer, la vraie solution, c'est se professionnaliser et persévérer. Surtout les filles, ne vous arrêtez pas le premier non. Il faut persévérer. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Tout n'arrive pas sur un plateau d'argent. En tout cas, moi, j'étais totalement inconnue au début, sans audience, sans réseau, etc., dans le milieu. Et petit à petit, je me fais connaître dans l'UGC. Je vois qu'il y a des marques qui me contactent en me disant « Oh, j'ai vu ta vidéo sur telle ou telle marque. Est-ce qu'on peut collaborer avec toi ?» Et tout ça, ça se fait progressivement, d'accord? Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce que ça se fait pas tout seul. Ce genre de choses-là, ça s'apprend pas non plus sur le terrain. Il faut savoir comprendre les codes. Il faut savoir les apporter. Et tout ça, je l'apprends aussi à mes élèves. Le but de ce podcast, c'est pas de vous vendre ma formation, mon accompagnement. C'est de vous montrer que c'est possible en ayant les bonnes clés et en ayant quelqu'un qui t'apprenne et qui te montre comment faire et qui te soutienne dans le processus. Parce que j'ai vu des filles, des fois, qui, au final, ont fait tout ce que je leur ai dit. Pas que je leur ai dit n'importe quoi, qui ont fait tout qu'elles ont appris sur les réseaux. Et après, quand on commence l'accompagnement, on voit qu'en fait, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont pensé comprendre, c'était pas la bonne chose. Donc en fait, entre ce que tu penses comprendre et ce qui est réellement la bonne version, la bonne méthode, la bonne solution, il peut y avoir tout un chemin à parcourir. Donc, c'est important d'être accompagné dans une réussite professionnelle. En tout cas, on s'arrête là. Tu vas y arriver. J'en suis sûre que tu vas y arriver à avoir cette première collaboration. Sois déterminée. On peut en discuter ensemble sur Instagram. Je t'invite à aller me parler. Et j'adore discuter avec vous, même sans arrière-pensée. Vraiment, j'adore discuter avec vous pour vous aider dans votre stratégie en fait. Donc on se retrouve très bientôt pour le prochain podcast et bonne journée
bonne soirée, bonne nuit, peu importe quand est-ce que tu écoutes ce podcast. À bientôt.